Je suis Hervé Drévillon, directeur de la recherche aussi ici au service historique de la Défense, par ailleurs professeur d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vais vous présenter la thématique qui a été retenue cette année pour le cycle de conférences qui se déroulera sur l'année 2019 et 2020 jusqu'au mois de juin. Et donc la thématique retenue, c'est mémoire de guerre, mémoire au pluriel. Justement parce que les mémoires de guerre ont une grande diversité et ce qui suscite de la part des historiens une grande diversité d'approches. Il suffit de prendre le métro ou de se promener dans les rues de Paris ou de n'importe quelle autre ville de France pour mesurer à quel point la guerre est le registre dominant de la mémoire collective. On y trouve référence à des batailles, à des grandes figures héroïques, mais aussi à des événements plus traumatiques. Il y a de ce point de vue d'ailleurs une grande originalité de la ville de Paris, c'est que c'est une capitale qui inclut une rue dont le nom évoque une défaite. Ce qui est vraiment rare, en général, ce sont plutôt des victoires qui sont célébrées dans les rues des villes. C'est la défaite d'Alésia. La défaite d'Alésia, justement, qui a une dimension constitutive dans l'identité de la France. C'est Napoléon III qui a véritablement suscité cette thématique en lançant d'ailleurs les fouilles archéologiques. Sur le site d'Alésia. Et donc la guerre fait partie et domine le registre est le registre dominant des mémoires collectives, y compris dans ses dimensions traumatiques, parce que même dans les événements héroïques, dans les événements glorieux, eh bien, la guerre a cette spécificité d'associer la gloire et le deuil. Alors, la gloire et le deuil, c'est le nom d'une exposition qui se déroule actuellement au service historique de la Défense, dont on peut trouver une présentation sur le site web du service historique de la Défense. La gloire et le deuil, alors l'exposition qui porte particulièrement sur la Première Guerre mondiale, mais cette thématique de l'association entre la gloire et le deuil, eh bien, elle vaut pour toutes les guerres, parce que toutes les guerres, même les plus glorieuses, eh bien, incluent des désastres, incluent des morts par définition, et donc le deuil est toujours associé à la gloire. Donc étudier les mémoires de guerre, c'est une question finalement qui est assez complexe, qui pose de nombreuses questions, des questions morales, des questions politiques et plus généralement des questions culturelles et sociales. Et c'est bien cette diversité d'approches qui résume l'esprit dans lequel ce cycle de conférences va se dérouler. Donc la guerre interroge d'abord l'idée de mémoire collective. Alors l'expression mémoire collective, elle est due à Maurice Halbwachs, qui est un sociologue de la première moitié du XXe siècle, qui a publié donc un ouvrage intitulé « Les cadres sociaux de la mémoire ». Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Maurice Halbwachs lui-même a été victime des excès de la guerre, puisqu'il est mort en déportation à Buchenwald, et sa belle famille, puisque sa femme était la fille de Victor Bach, qui était le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, eh bien, une partie de sa belle famille a été exécutée par la milice de Vichy en 1944. Donc, ce sociologue qui s'est interrogé sur les mémoires collectives a été une victime de la dimension traumatique de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, indépendamment de cette dimension, on peut se pencher sur la façon dont il considère cette notion de mémoire collective. Selon Maurice Halbwachs, donc la mémoire collective joue pour les groupes
sociaux, des groupes nationaux, eh bien, le même rôle que la mémoire personnelle joue pour un individu. Elle construit son identité et possède même quelques modes de fonctionnement comparables avec les mémoires individuelles. Dans les mémoires collectives, il y a la dimension de l'oubli, la dimension à l'inverse de la cristallisation, la dimension du refoulement, de la culpabilité, que certains d'ailleurs appellent repentance, car ils préfèrent la dénégation au refoulement, ou le refoulement plutôt que la reconnaissance de la culpabilité. Et donc là, on est dans un registre que les psychologues ou les psychanalystes appellent la dénégation. Donc on le voit, il y a un certain nombre donc d'analogies entre mémoire collective et mémoire individuelle. Toutefois, il faut faire attention à ne pas trop systématiser et ne pas trop se laisser emporté par les analogies, parce que l'analogie entre mémoire individuelle et mémoire collective n'est pas totale. Il faut notamment, je crois, se méfier de ce que Stéphane Mallarmé, qui n'a rien à voir avec la démarche historique, qui est un poète, Stéphane Mallarmé appelle le démon de l'analogie. Il explique justement que l'analogie a quelque chose de séduisant et peut apparaître souvent comme un facteur d'explication, alors que l'analogie ne fait que relever des similitudes qui parfois ne sont que formelles. Alors, donc, la mémoire collective n'est pas seulement un processus psychologique comparable aux mémoires individuelles. Par exemple, la mémoire collective, c'est aussi un fait politique. La mémoire collective relève aussi d'une politique donc délibérée, prise en charge institutionnellement, notamment, mais pas seulement, par des institutions patrimoniales. Le service historique de la défense, par exemple, est un acteur de mémoire collective et son positionnement, la façon dont il collecte les archives, etc., eh bien, tout ça relève d'une politique publique. Alors, donc, la mémoire collective, c'est un fait politique et social dont, justement, il est possible de faire l'histoire. Ça n'est pas une évidence qui s'impose, c'est un fait historique, c'est aussi donc ce qui justifie ce cycle de conférences. Alors ce que révèle justement l'approche historique des mémoires collectives, c'est justement les limites, voire certains effets pervers de l'analogie entre mémoire individuelle et mémoire collective. Prenons un exemple. Considérer une mémoire collective comme le fondement d'une identité, comme c'est le cas donc pour les individus, ce qui construit l'identité d'un individu, bien sûr, c'est sa mémoire, peut amener à naturaliser la mémoire collective, c'est-à-dire faire en sorte que le passé, tel qu'il est perçu par la subjectivité de l'individu, finit par s'imposer aux yeux de l'individu comme une réalité objective. Chacun, finalement, d'une certaine façon, est prisonnier de sa propre mémoire et chacun perçoit le monde eh bien, à la lumière de sa mémoire. Alors, qu'en est-il justement à l'échelle collective ? Eh bien, justement, il faut que un groupe national, social, quel qu'il soit, ne soit pas à ce point dépendant de sa mémoire pour construire son identité. Il faut savoir relativiser le passé qui est évoqué par cette mémoire et surtout la dénaturaliser, c'est-à-dire faire considérer le fait que le passé tel que la mémoire nous le présente doit être perçu comme une perception subjective et non pas comme la réalité objective. Il faut avoir conscience de la dimension subjective de la mémoire. Et pour avoir conscience de la dimension subjective de la mémoire, il faut l'objectiver. Et c'est le rôle de l'approche historique. Il y a donc une différence, effectivement, entre histoire et mémoire. Alors, dans le domaine militaire, plus particulièrement, l'enjeu de cette distinction est fort.
parce que dans le domaine militaire, la mémoire est très institutionnalisée, sacralisée, en particulier par la symbolique. La mémoire joue un rôle très important dans l'identité militaire. Elle a une mission essentielle, parce que l'armée donc a besoin de mémoire pour se structurer comme une communauté qui est marquée par une forte identité, par ce qu'on appelle aussi un esprit de corps. Et cet esprit de corps, il est indispensable à l'armée. On ne peut pas envoyer des individus risquer leur vie et mener des actions, bien qu'ils les mettent en péril, sans que ce soit structuré par une communauté fortement soudée. Et puis, l'armée est aussi un espace qui est structuré par des valeurs qui sont, qui ne sont pas totalement différentes des valeurs civiles, bien au contraire, hein, il y a aussi des valeurs qui ont cours dans la société, qui ont aussi cours dans l'armée, mais il y a quand même une spécificité, c'est que l'armée est un espace où l'homicide, par exemple, peut, dans certaines, bien sûr, circonstances, qui peuvent être encadrées notamment par le droit, tolérer. Eh bien, une communauté fondée sur cette identité-là a besoin d'une mémoire forte et structurante. Cela dit, cette mémoire qui structure la communauté ne doit pas être confondue avec l'histoire. Je prendrai un exemple qui est l'exemple de la façon dont les guerres révolutionnaires et impériales ont été exploitées tout au long du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a eu immédiatement après Waterloo, après la défaite de 1815, une glorification des guerres révolutionnaires et impériales, et qui a même été assumée par le nouveau régime, par la Restauration, par le nouveau roi Louis XVIII, qui avait pourtant été victime, et dont la dynastie a été victime de la Révolution française. Eh bien, pourtant, il y a de la part de la monarchie restaurée une façon d'assumer l'héritage des guerres révolutionnaires, et cet héritage sera encore plus assumé à partir de 1830, et donc de la monarchie de Juillet. Et j'en prendrai un exemple très symbolique et très spectaculaire, c'est l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, il a été conçu sous l'Empire en 1806, avec un programme architectural absolument spectaculaire, et l'Arc de Triomphe n'a été inauguré qu'en 1836. Après un moment où effectivement Louis XVIII a temporisé, a hésité à valider ce monument, mais finalement ça s'est fait, et donc l'Arc de Triomphe a été inauguré en 1836, et donc a contribué à l'héroïsation et donc à la mémorialisation des guerres de l'Empire. Puis, dans le même temps, une légende napoléonienne s'est construite, et notamment dans la théorie et dans la pensée militaire. Et ce que l'on voit s'opérer au fil du XIXe siècle, c'est une sorte de dépendance de la théorie militaire à l'égard de la mémoire. Alors, ce qu'un théoricien de la chose militaire, alors qui n'est pas beaucoup connu pour ce statut, mais pourtant, c'est un vrai théoricien de la chose militaire qui, en 1911, publie un ouvrage qui s'intitule « L'armée nouvelle », c'est Jean Jaurès. L'armée nouvelle, c'est un vrai ouvrage de théorie militaire. C'est ce que Jean Jaurès appelle le pédantisme napoléonien. Alors, ça n'est pas tellement une critique politique, parce que, par exemple, Jean Jaurès explique qu'il faut aussi prendre en compte l'héritage des guerres de la monarchie. Vous voyez, donc ce n'est pas dans une perspective politique qu'il attaque le modèle napoléonien. Ce qu'il dénonce, c'est la dépendance des théoriciens à l'égard d'un certain nombre de mythologies
qui ont été construites par la glorification de l'époque napoléonienne et par la mémorialisation des guerres napoléoniennes. Et finalement, la critique formulée par Jaurès, on la trouve chez d'autres auteurs, notamment par un général, enfin il n'est pas encore général à ce moment-là, mais il le deviendra après la Première Guerre mondiale, le général Camon, qui a étudié le système de guerre napoléonien, dans lequel il explique qu'il ne faut pas être trop dépendant des justement récits mémoriels, notamment les récits tels qu'ils sont publiés dans le bulletin de la Grande Armée, lorsqu'il dit que quand on veut étudier le système de guerre napoléonien, il faut se référer à des archives qui permettent de faire de l'histoire et non pas d'être dépendant de la mémoire. Malgré tout, et effectivement, ce pédantisme napoléonien va produire quand même des effets, puisque la doctrine qui se construit à la veille de la Première Guerre mondiale valorise de façon, alors on en a pris conscience de façon rétrospective, après ce que ça a donné sous la Première Guerre mondiale, notamment ce qu'on appelle le facteur moral, et valorise aussi la dimension tactique de la bataille. Or, on le voit bien, pendant la Première Guerre mondiale, le modèle de la bataille napoléonienne vole totalement en éclats. Donc, on peut héroïser les soldats de l'Empire, bien évidemment, les maréchaux et Napoléon lui-même, mais pour autant, il ne faut pas penser que leur pratique de la guerre était un modèle absolu, comme ont pu le faire un certain nombre de théoriciens de la doctrine militaire d'avant la Première Guerre mondiale. Il en va de même pour les guerres de la Révolution française. Il y a une mémoire des guerres de la Révolution française qui se diffuse notamment au XIXe siècle, qui valorise l'ardeur patriotique, mais qui occulte aussi la dimension que je qualifierais de raisonnée de cette guerre, avec un théoricien qui est aussi celui qui met en œuvre la politique militaire de la Révolution, et qui est Lazare Carnot, qui a une approche très rationnelle. C'est un ingénieur, et il a une approche vraiment d'ingénieur de la guerre. Et bien finalement, cette dimension des guerres révolutionnaires a été occultée, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puisqu'il y avait un autre auteur, je citais tout à l'heure le général Camon. Eh bien, dans la première moitié du XIXe siècle, il y a un autre auteur qui est le général Pellet, qui a dirigé le dépôt de la guerre, qui est l'ancêtre du service historique de la défense. Eh bien, le général Pellet expliquait qu'il ne fallait pas être prisonnier des mythologies, des légendes et surtout des discours qui étaient tenus à l'époque par un certain nombre d'acteurs. C'est vrai que quand on écoute les discours tenus à la Convention, notamment par Barrère, on a l'impression que les guerres de la Révolution sont des guerres de radicalité, des guerres d'enthousiasme, alors c'est vrai pour la guerre civile, qui est la guerre en Vendée, ça l'est beaucoup moins pour les guerres étrangères. Et le général Pellet, justement, disait qu'il fallait savoir, alors il ne le disait pas dans ces termes-là, mais en substance, qu'il fallait savoir faire la différence entre la mémoire et l'histoire. Alors, la différence entre mémoire et histoire, elle marche dans les deux sens. On a vu que la mémoire pouvait avoir un impact sur l'histoire, mais l'inverse existe aussi. L'histoire est objective, par définition, elle relativise et ne porte pas de jugement sur le passé. C'est ce qui définit l'histoire en tant que science. L'histoire, elle est par définition critique, au sens analytique. La mémoire, quant à elle, est une appropriation subjective du passé et, justement, elle doit le rester. La mémoire, c'est ce que le passé nous suggère aujourd'hui. Donc, pour résumer, l'histoire est objective, la mémoire est subjective. Et on ne peut pas remplacer l'une par l'autre. On ne peut pas non plus remplacer la mémoire par un discours historique neutre et objectif. Par exemple, il existe des événements passés, des façons de faire la guerre, qui apparaissent
qui apparaissaient à l'époque où ils se sont déroulés comme ordinaires, mais qui aujourd'hui nous semblent revêtir une dimension transgressive au regard des normes morales qui sont les nôtres aujourd'hui. Et il y a des personnages et des événements ambivalents qui, à leur époque, étaient considérés comme tout à fait ordinaires, qui nous choquent aujourd'hui, et que les historiens savent placer dans leur contexte en les relativisant sans, bien sûr, porter de jugement sur leur action. L'historien ne juge pas. Mais la mémoire, elle, porte sur ces personnages ou ces actions, eh bien, un jugement subjectif. Et donc, la convocation du passé par une action mémorielle, elle doit à la fois respecter la vérité et la méthode historique, et donc, qui donc relativise sans rien dissimuler, mais elle doit aussi respecter la signification sociale, culturelle et politique que revêtent aujourd'hui ces moments ou ces personnages de l'histoire. Donc la mémoire est critique au sens où l'a défini le général Pellet dans les années 1830. Donc le général Pellet dont je parlais tout à l'heure, qui était donc le directeur du dépôt de la guerre et qui est aussi un de ceux qui sont à l'initiative de l'édition de la correspondance de Napoléon, dont Pellet considérait que c'était une source intéressante pour faire l'histoire. Et le général Camon, que je citais aussi tout à l'heure, dit qu'il faut s'appuyer sur la correspondance de Napoléon pour étudier son système de guerre. Car ce sont des documents qu'il est plus facile d'objectiver et qui donnent une vision. Alors, certes, c'est la correspondance de Napoléon, donc elle est subjective, mais que l'on peut tout à fait relativiser, contextualiser. Et donc je cite le général Pellet sur justement les enjeux de la mémoire. Je le cite, je fais une longue citation. « L'histoire militaire est soumise au même devoir que l'histoire générale. Elle a une mission plus sévère et donne des enseignements plus utiles. La peinture des maux qui accompagnent la guerre, des revers qui suivent la victoire, de la honte et de l'oppression qu'entraîne le joug de l'étranger, sont pour les peuples les leçons les plus salutaires. » Et plus loin, le général poursuit, « Non seulement l'histoire militaire doit stigmatiser les trahisons, les massacres, les dévastations, ces grands crimes que rien ne saurait excuser, mais repoussant les illusions si puissantes de la victoire, elle doit dépouiller d'une fausse gloire ceux qui font la guerre pour satisfaire leurs passions et déshonorent leur triomphe par les cruautés ou les pillages. Heureuse lorsqu'elle peut opposer à ce hideux tableau celui des dévouements généreux, du patriotisme ardent, du profond désintéressement, de toutes ces vertus qui souvent brillent au milieu des horreurs de la guerre. » Donc voyez ce que le général Pellet finalement délimite comme méthode et comme approche critique. La mémoire, elle est critique selon deux critères. D'abord, le critère scientifique. La mémoire ne doit pas nier les crimes de la guerre. Et donc, elle doit s'appuyer sur l'histoire. Elle doit s'appuyer sur l'histoire afin de ne rien nier, de ne rien dissimuler, parce que donc, l'histoire comme pratique scientifique est critique, non pas critique au sens moral, critique au sens scientifique. Donc, premier élément. En revanche, ce que la mémoire a de différent, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'histoire, c'est que la mémoire a une dimension morale qu'elle doit assumer. Et donc là, la mémoire, c'est prendre conscience de ce que le passé suggère dans la société du temps présent, et donc prendre en compte la valeur civique de la mémoire critique sur le plan moral. Alors quand je dis moral, ça inclut la dimension sociale, politique, etc.
Donc, cette conception d'une mémoire critique, s'appuyant sur la critique scientifique et prenant en compte la dimension civique et morale donc, de la mémoire, eh bien, comment y contribuer ? Eh bien, je crois que la meilleure façon d'y contribuer, c'est de faire appel à une histoire de la mémoire, c'est-à-dire faire de la mémoire un objet d'histoire qui montre toute la diversité des enjeux de la mémoire de guerre. C'est la raison pour laquelle donc, ce cycle de conférences abordera une longue durée de la période moderne à nos jours et abordera aussi une grande diversité d'aspects des enjeux mémoriels en traitant les dimensions constitutives de l'identité militaire, les dimensions politiques, les dimensions sociales, ce qui permettra donc non seulement bien sûr de faire une histoire des mémoires de guerre, mais aussi de mieux comprendre les logiques de ces mémoires.